C'est une question très sensible sur la scène mondiale. Le dossier du nucléaire iranien revient devant la scène médiatique après 5 mois de pause. Les négociations ont repris à Vienne en Autriche. Objectif, ressusciter l'accord international de 2015 entre d'un côté Téhéran, de l'autre les Occidentaux. Accord à l'époque présenté par Historique, puis ensuite torpillé par Donald Trump, le président des États-Unis. Nous recevons Raphaël Grossi. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Créé en 1957, placé sous l'égide de l'ONU, l'AIEA, on le précise d'entrée, cherche à promouvoir et à assurer une utilisation sûre et pacifique de l'énergie nucléaire et à limiter le développement de ses applications militaires. Voilà qui est dit. Pour bien comprendre encore, je vous propose de regarder ce récapitulatif de ce qui s'est passé depuis cet accord historique de 2015. C'est un rappel signé Florent Krebseg. Jour de fête mesuré à Vienne. Après des mois de tractations en coulisses, 3 semaines de dialogue direct. En ce jour de 2015, l'accord sur le nucléaire iranien est signé. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne et l'Iran affichent leur sourire. Et cet accord, qui comprend, en échange de la levée des restrictions pesant sur Téhéran, un encadrement de l'enrichissement de l'uranium, l'interdiction de la militarisation de cet uranium, la limitation des centrifugeuses et un libre accès pour l'AIEA à tous les sites iraniens civils ou militaires. De Téhéran à Washington, l'accord de Vienne est salué, chacun à sa manière. Avec cet accord, nous avons supprimé tous les moyens que l'Iran avait pour un programme nucléaire militaire. Très certainement, l'accord nucléaire va créer un nouveau climat et nos principes vont être maintenus. Les seuls à ne pas participer aux festivités sont les dignitaires saoudiens et l'exécutif israélien. Il est déjà possible de dire que cet accord est une erreur historique pour tout le monde. Un accord sur les énergies avec la Chine et les achats d'avions avec la France. Les voix discordantes n'entravent pas le retour des Iraniens sur la scène internationale et dans les échanges commerciaux. Jusqu'à cette séquence, 3 ans plus tard. Aujourd'hui, nous avons la preuve que la promesse iranienne était un mensonge. Donald Trump décide de sortir les États-Unis des accords de Vienne. Et ce n'est pas tout. Dans le même temps, de fortes sanctions prendront effet. Retour des sanctions qui plombent l'économie exsangue de l'Iran et retour de la tension avec l'Occident. L'accord de Vienne vole en éclats et la production de l'uranium iranien reprend de plus belle, bien au-delà des limites décidées dans ces accords de 2015. Pour cette nouvelle session de négociation, les Américains désormais ne participent qu'à distance, mais jamais très loin. Et la délégation iranienne est au diapason des nouveaux gouvernants, des ultra-conservateurs. Ce mardi, les groupes d'experts se sont retrouvés. Une chose n'a pas changé, les 2 grands volets de la négociation, les sanctions et l'uranium. Alors Raphaël Grossi, les négociations ont repris cette semaine à Vienne. Êtes-vous optimiste, oui ou non? Je pense que c'est un processus complexe, difficile. Je crois qu'il faut voir un peu les résultats. Il faut que les négociateurs travaillent. Ouais. Cet accord-là, en 2015, vous étiez ambassadeur à Vienne, en Autriche. Est-ce qu'il était vraiment historique? Bon, les dire comme ça, c'est difficile. L'histoire s'est faite au jour le jour. Je crois que c'était un accord qu'on attendait, un accord important, et que aujourd'hui fait encore partie de l'actualité, parce qu'il n'a pas donné les fruits qu'on attendait, et maintenant on est en train de voir si on peut le ressusciter. Donc ce sont des moments historiques. L'accord en soi, il faudra voir s'il fera ce qu'on attendait de lui. Ouais, mais est-ce que c'était un bon accord ou pas? C'était un accord complexe, c'était l'accord que les partis voulaient. Et c'est ça qui est important en diplomatie. Je pense que c'était un accord bien fait dans le sens qu'il couvrait beaucoup d'activités nucléaires en Iran et mettait des limitations. Donc je pense que c'était un accord positif. Vous êtes de retour de Téhéran puisque vous étiez en Iran la semaine dernière. On a parlé d'un échec de votre visite. Vous n'avez pas obtenu d'accord, de terrain d'entente avec le régime iranien. Comment expliquez-vous cet échec ? Je ne définirais pas, et je ne l'ai pas défini comme ça d'ailleurs, ma visite comme un échec. On n'a pas pu aboutir à un accord, mais on n'est pas loin, et j'espère pouvoir reprendre. Un accord sur quoi concrètement? Un accord à propos de l'accès de mes inspecteurs dans certains sites
nucléaires dans lesquels leur accès aux mécapacités de vérification, de monitorage sont limités. Et pourquoi? Quel a été l'argument qui vous a été donné? L'argument de la partie iranienne, c'est que ce site, c'est un site qui a été l'objet d'un acte de sabotage et que pour cette raison, il y a des mesures de sécurité qui empêchent ou qui empêcheraient le rétablissement des capacités de monitoring. Vous parlez du site de Natanz? Non, je parle du site de Karaj. Karaj, c'est pas un site où on fait l'enrichissement de l'uranium, c'est un site où on fait les parties détachées des centrifugeuses, c'est-à-dire les machines qui tournent et qui font le processus d'enrichissement de l'uranium. Ouais. Donc c'est très important parce que c'est là qu'on fait les machines qui servent à ces processus ultérieurs. Alors maintenant, on va avoir des questions plutôt simples, peut-être avec des réponses oui ou non. La République islamique d'Iran possède-t-elle aujourd'hui l'arme atomique? Non. Est-elle en capacité de la produire? Oui. Que faut-il pour qu'elle la produise? Au printemps dernier, après l'un des sabotages et donc de Natanz pour le coup, Téhéran disait qu'il allait commencer à enrichir l'uranium à 60%. Pour passer au militaire, il faut 90%. Oui. Est-ce que vous estimez que dans un temps rapide, l'Iran peut y parvenir? L'Iran a toutes les capacités. Je crois que ça, c'est pas un secret. C'est un pays qui a fermé ce qu'on appelle le cycle du combustible nucléaire. Ils peuvent enrichir l'uranium. Ils ont beaucoup de capacités. Donc, c'est pas à exclure. Et c'est pour ça qu'il est important que l'Iran, qui a toutes ses capacités, obéisse aux règles de non-prolifération. Oui. Et c'est ça qu'on doit faire. Alors, Téhéran exhorte, je cite, l'AIEA, votre organisme, à rester concentré sur les questions techniques et à éviter, je cite, les pressions politiques de certains pays. Allusion aux États-Unis et à Israël, on imagine. Que répondez-vous à cela? Les pressions politiques, c'est normal dans un processus qui comporte éventuellement l'arme nucléaire. Donc, je pense que les pressions existent de part et d'autre. Ça veut dire que vous avez des pressions? Sous quelle forme? Je suis imperméable aux pressions. Donc, elles existent. Alors, vous avez parlé de ce traité de non-prolifération nucléaire. Ça tombe bien, parce que si vous pouvez inspecter l'Iran, c'est parce que l'Iran a signé ce traité. Ce n'est pas le cas de l'Inde, ni du Pakistan, ni d'Israël, et donc vous ne pouvez pas vous rendre dans ces trois pays. Ma question, elle est claire. L'Inde, le Pakistan et Israël ont-ils l'arme nucléaire? Je devrais vous corriger, dans ce sens que je peux aller dans ces pays, mais mes capacités d'inspection sont limitées, parce que ces pays-là ont décidé de ne pas signer les traités de non-prolifération. Pour ce qui concerne l'Inde, le Pakistan, ce n'est pas un secret. Ils ont fait des essais ouvertement, etc. L'Israël a une politique dite d'opacité qui ne nie ni affirme la possession de l'arme nucléaire. Donc l'Inde et le Pakistan l'ont selon vous, Israël? Il y a une politique d'opacité. Est-ce que vous comprenez que ça pose quand même des questions, que ça met en doute à la fois votre organisation, l'AIEA, mais aussi ce traité de non-prolifération nucléaire, si on impose à certains des choses parce qu'ils ont signé et à d'autres... Ça relève de la capacité souveraine d'un État de souscrire ou de ne pas souscrire à un accord international. Je pense personnellement, et je crois que la communauté internationale pense que les traités de non-prolifération doivent être souscrits par tout le monde. On voit d'ailleurs cette carte, c'est une organisation non gouvernementale, l'ICANN justement, qui vise à freiner la prolifération nucléaire. C'est une carte que vous connaissez? Vous l'avez ici. Oui. Oui, je la connais. Et en plus, les sources sont différentes et on peut... Il y a les informations... la Russie en tête, en tout cas, la Russie en tête avec les États-Unis? Ça peut varier. Ça dépend de quel type de... ça serait trop technique s'ils sont opérationnels, pas opérationnels. C'est-à-dire, ça, c'est un chiffre, je dirais, global. Ouais, vous pouvez l'accepter globalement. Ouais. La Corée du Nord, on n'en a pas encore parlé. La Corée du Nord vous inquiète-t-elle? Et d'ailleurs, même question, le régime de Pyongyang a-t-il l'arme atomique? La Corée du Nord, si vous comparez avec l'Iran, c'est un cas de non-prolifération qui a échoué. Parce que justement, on n'a pas pu l'arrêter dans cet élan vers l'arme nucléaire. Donc à un moment donné, on négociait, on essayait de trouver des voies de sortie. Ça a échoué et finalement, la Corée du Nord s'est dotée
des armes nucléaires. Ce qu'il faut éviter pour l'Iran et pour tout autre pays qui aurait une conduite pas claire. Ouais. Donc, je crois que la Corée du Nord, évidemment, et ça nous préoccupe. En plus, dans mon dernier rapport, donc j'ai fait partie à la communauté internationale du fait que c'est un programme qui a été relancé. Donc, la production du matériel augmente et donc on peut en déduire que l'arsenal nord-coréen augmente aussi. Par définition, on dit toujours que c'est une arme de dissuasion, donc qu'elle n'a pas vocation à être utilisée. Elle a, hélas, déjà été utilisée par le passé. Pourquoi, selon vous, est-il dangereux que l'on tende vers une prolifération nucléaire? Bon, évidemment, la présence de l'arme nucléaire en soi crée un effet politiquement important et déterminant, là où elle existe ou elle n'existe pas. Donc la non-prolifération en soi, vous savez, il y a un ordre nucléaire mondial qui reconnaît 5 pays, y compris la France, qui sont dotés d'armes nucléaires et qui devraient travailler vers le désarmement nucléaire à terme. Ouais. Donc, c'est un point d'interrogation dans lequel des questions d'équité, des questions de justice, etc. se mêlent. Mais la réalité, c'est qu'on a un ordre mondial qui repose sur le TNP qu'il faut soutenir et qu'il faut renforcer, évidemment. Ce dossier du nucléaire iranien, pour y revenir, dure depuis maintenant 20 ans, voire plus. Quand est-ce, selon vous, qu'il pourra aboutir? On a cette semaine ces négociations à Vienne, en Autriche. Quelle porte de sortie? On a le sentiment que c'est un dossier sans fin, finalement, qui est au gré des alternances aux États-Unis notamment, mais pas seulement, qu'il est condamné à ne pas être conclu, jusqu'au jour peut-être où l'Iran aura l'arme nucléaire. Bon, je crois qu'il faut persévérer. Je crois que les négociations elles-mêmes sont une preuve que, en tout cas, pour l'instant, il y a un espoir, il y a une détermination à éviter que cela n'arrive. Donc, j'espère, et l'agence fera de son côté son mieux pour l'éviter. Mais là, concrètement, cette semaine, comment ça va se passer? Ouverture hier des discussions? Oui, ouverture des discussions. Je ne fais pas partie. Je suis l'inspecteur de l'accord politique. Je ne suis pas partie de la négociation politique. Mais je crois qu'il y a eu des avancées. Je vous rappelle que c'est, je crois, la 7e ronde des négociations, après avoir commencé au mois de février, au mois de mars de cette année-ci. Donc, ils ont beaucoup avancé sur les plans nucléaires et sur d'autres aspects liés. Et donc, si la volonté politique existe, tout est là pour signer un accord. Merci beaucoup, Raphaël Grossi, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes en direct sur TV5 Monde. Merci à vous.